sur ce panel, on va maintenant parler de décarbonation. Et il y a différentes cibles qui ont été mises de l'avant du côté de Rio Tinto et du côté de Rio Tinto Aluminium. On en parle depuis tôt ce matin. Pour nous parler de qu'est-ce qui se passe chez Rio Tinto globalement d'un point de vue initiative décarbonation, j'invite Marie-Pierre à débuter la conversation. Merci beaucoup, Claudine. Ça me fait énormément plaisir d'être ici aujourd'hui avec vous pour parler de décarbonation. C'est un sujet qui me passionne, mais c'est un sujet vraiment important qui me tient à cœur. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de faire quelques petites choses avec vous. En fait, ce que j'aimerais, c'est de faire le lien entre la stratégie de Rio Tinto, comment ça se découle dans l'exécution, puis qu'est-ce que ça veut dire ici pour le groupe Aluminium et plus spécifiquement dans la région comme projet puis comme défis qui nous attendent. Donc, je vais commencer par vous parler des défis puis de rappeler un peu nos cibles de décarbonisation qui sont assez ambitieuses et qui ont été publiées récemment, en fait en 2021 qu'on a commencé à les rendre publiques. On veut atteindre une décarbonisation de 15 d'ici 2025, donc vraiment bientôt notre première étape, notre premier jalon. 2030, 50 de décarbonisation et puis être net zéro d'ici à 2050. Ça, c'est tout le temps comparé à la base de 2018 comme référence. Donc, quand on dit moins de 50 c'est 50 de ce qu'on émettait en 2018 pour vos références. Donc, présentement, où on en est, en 2022, c'est issu du dernier rapport là, sur le climat de Rio Tinto, on émet 30 millions de tonnes environ de CO2 à l'atmosphère. C'est un gros chiffre, c'est l'équivalent d'un petit pays, c'est vraiment beaucoup d'émissions. Donc, comment ces émissions-là sont réparties au travers de nos différents sites, de nos différents groupes de produits, mais aussi selon les différentes sources de ces émissions-là, c'est important de le comprendre parce que les solutions ne seront pas les mêmes dépendamment de la source, du pays, du groupe de produits. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de défis à relever. Ce n'est pas qu'un défi, la décarbonisation. Donc, si on regarde principalement, là, pour faire le lien avec l'aluminium, l'alumine et la bauxite, c'est sur le graphique que vous voyez à l'écran, tous les gros carrés bleu foncé et bleu pâle. Le bleu foncé, c'est pour l'aluminium, le bleu pâle, c'est pour bauxite alumine. Ce sont les émissions qui sont liées au groupe aluminium. Si on fait l'addition des deux, c'est un joueur important dans Rio Tinto en termes d'émissions. C'est près de 70 des émissions de Rio Tinto. Donc, 70 du 30 millions que vous voyez sont liés au groupe bauxite alumine et aluminium. Donc, évidemment, le défi de décarbonation est très, très pertinent à discuter. Là, ici, ça va engendrer beaucoup de défis, beaucoup de challenges pour y arriver. Donc, si on parle des différentes catégories d'émissions, comme de la manière qu'on les classifie un peu par défi, on a les émissions liées à l'électricité. Vous allez souvent voir ça dans les médias référés comme le Scope 2. La génération d'électricité émet beaucoup de gaz à effet de serre. Ici, on a l'immense privilège d'avoir de l'hydroélectricité, donc ce n'est pas des projets qui vont s'appliquer directement ici à la région et même au Canada, si on pense à l'usine de Kitimat, qui est aussi alimentée avec de l'énergie renouvelable. Mais ce qu'on voit sur ce graphique-là, le gros carré bleu, c'est en fait nos opérations dans la région du Pacifique qui ont ce défi-là à relever. La deuxième catégorie, c'est les anodes et les réducteurs. Les anodes, c'est le procédé ELYSIS. Donc, c'est vraiment la façon qu'on a d'adresser ça. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure, je ne reviendrai pas là-dessus. Ensuite, l'autre gros bloc qui nous concerne directement ici, Rio Tinto en général, mais vraiment pertinent pour l'aluminium et le Saguenay, c'est la chaleur de procédé. Donc, dans nos procédés, on utilise beaucoup d'énergie fossile pour générer de la chaleur à différents usages. Le gros carré bleu pâle que vous voyez sous chaleur et procédés, c'est nos raffineries d'alumine. On en a une ici au Saguenay-Vaudreuil, on en a deux du côté du Pacifique. Puis, ces raffineries d'alumine-là, en fait, utilisent la chaleur pour faire de la vapeur. On a besoin de vapeur dans les alumineries. Puis, on a besoin d'énergie aussi pour la calcination d'alumine en fin de procédé. Puis, cette chaleur-là, souvent, va être produite en utilisant des énergies fossiles comme le charbon du côté du Pacifique, mais ici, le gaz naturel au calcinateur, par exemple, et dans certaines de nos bouilloires. Donc, comment on va décarboniser ça? C'est un gros défi. Ensuite, on a les équipements mobiles, tout ce qui est diesel dans les équipements mobiles. On voit que ce n'est pas un gros enjeu du côté de l'aluminium.
ça, c'est le portrait du défi. C'est quoi qu'il faut c'est quoi les problèmes à résoudre? On s'est donné récemment une structure pour être capable de résoudre ces problèmes-là. 6 programmes différents, on appelle ça le 6+1. Le +1, c'est les solutions de nature. Quelqu'un tout à l'heure a parlé de la compensation de carbone. On a une équipe qui regarde les solutions de nature. Ça, c'est le genre de solution de protéger des forêts ou planter des arbres pour compenser des émissions carbone ou absorber plus de carbone pour pouvoir éventuellement devenir négatif. Puis les apprentissages qu'on fait dans ce groupe-là, évidemment, si éventuellement on peut participer au marché du carbone volontaire ici, vont pouvoir être transférables. Puis sinon, on a 6 programmes. Ce n'est pas 6 projets, c'est 6 programmes en dessous desquels il y a plusieurs projets qui devront être livrés pour adresser 95 % des émissions de Rio Tinto. Donc, si vous prenez ces 6 programmes-là puis vous les remettez par-dessus le graphique qui est à gauche, en fait, on va adresser 95 % de la surface du graphique avec ces programmes-là. Le premier, c'est la reconversion des opérations Pacifique. Ce que je vous ai dit au début, eux ont besoin d'énergie renouvelable pour alimenter leur smelter, leur raffinerie. Donc, il va y avoir un gros effort de ce côté-là. On est chanceux, ce n'est pas un programme auquel on a besoin d'aller chercher des ressources. Le deuxième, c'est l'énergie renouvelable en général. Là, comme vous voyez dans le carré à gauche, il n'y a pas seulement l'aluminium, on a d'autres installations qui ont besoin de trouver des électrons verts pour fonctionner, électrifier leurs opérations et puis convertir ce qui existe déjà en termes d'électricité en électricité verte. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les apprentissages qu'on va faire dans ces projets-là, en termes d'intégrer des énergies renouvelables variables à la grille, à nos opérations, des manières d'opérer plus efficaces pour être capable d'utiliser mieux les électrons verts, vont pouvoir éventuellement aussi se transférer. Donc, on a une grosse équipe qui va travailler là-dessus, puis on espère qu'on va pouvoir apprendre rapidement de ces gens-là. Un autre que je pourrais vous mentionner, c'est la décarbonisation des procédés minéraux. Vous savez, on a un groupe minéraux dans Rio Tinto, dont RTFT dans la région de Sorel fait partie, dont IOC aussi fait partie, ici au Canada, qui ont un paquet de procédés différents. Le groupe minéraux, c'est un groupe extrêmement diversifié avec des procédés diversifiés, des produits diversifiés. Puis, pour résoudre leurs enjeux, ont besoin d'un programme avec beaucoup de projets à l'intérieur. Parmi ces projets-là, on regarde des projets pour produire du biocharbon, entre autres, pour remplacer l'anthracite dans nos procédés de réduction. Vous voyez, c'est dans la colonne des réducteurs. Donc, ces apprentissages-là encore qu'on fait au niveau du biocharbon, bien sûr renouvelable, on va pouvoir aussi s'en servir pour dérisquer des options. Ce que Sébastien faisait référence tout à l'heure, il dit on a Hélicis, mais on travaille des options aussi parce qu'on veut vraiment couvrir tout. Ça fait partie des choses qu'on va développer et qu'on va pouvoir transférer le cas échéant ou pour la transition. Un élément que j'aimerais vous parler, je vais sauter par-dessus la chaleur de procédé parce que Stéphane va en parler tout à l'heure vraiment spécifiquement pour Vaudreuil, qu'est-ce que ça veut dire. Mais la dernière catégorie, c'est la catégorie « Autres » que je n'ai pas vraiment expliqué c'était quoi tout à l'heure. En fait, le gros rectangle bleu foncé, c'est les effets d'anode. C'est l'impact des effets d'anode sur les gaz à effet de serre. Puis si vous regardez la surface de ce rectangle bleu-là, puis vous le comparez aux autres rectangles qu'il y a dans le graphique, en fait, on peut dire que les effets d'anode, ici, c'est plus d'impact sur les gaz à effet de serre que tous les camions, tous les équipements mobiles du groupe cuivre. Puis pour ceux qui ne sont pas super familiers avec nos opérations de cuivre, on a une mine aux États-Unis, Kennecott Copper, on a une opération en Mongolie, au Utah, et on a quelques joint ventures au travers le monde. Mais on transporte, on produit 120 millions de tonnes de concentré de cuivre. Puis chacune de ces tonnes-là est transportée dans un camion de 400 tonnes, avec, pour ceux qui aiment les moteurs, des Cummins QSK 78. Ça boit du diesel. Mais tous les effets d'anode du groupe aluminium, c'est l'équivalent de ça. Donc, chaque procédé, chaque amélioration, on parlait tantôt d'être les meilleurs opérateurs, toutes les améliorations sur les opérations qu'on va faire,
ça a un impact significatif sur le portrait global. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent pour avoir des impacts puis décarboniser nos opérations. Donc, les programmes qui sont mis en place, ils vont adresser le risque, ils vont mettre des solutions complémentaires, ils vont focusser les équipes pour résoudre ces problèmes-là. Exemple, les équipements mobiles, une équipe que c'est leur travail pour pas que tout le monde développe des camions électriques, mais qu'on aille ça rapidement le plus possible pour le déployer. Je vais vous laisser rapidement sur une dernière note positive. Okay? On en a glissé un mot tout à l'heure, mais l'avenir pour l'aluminium puis l'avenir pour les métaux est extrêmement excitant, extrêmement prometteur. La transition énergétique, c'est on va passer du charbon, du gaz, du pétrole, les énergies fossiles, aux métaux. On va passer d'une sorte de ressource naturelle à une autre sorte de ressource naturelle. C'est l'aluminium, c'est le cuivre, c'est le fer, c'est le lithium, c'est le nickel qui vont permettre à l'humanité de réussir sa transition énergétique. Donc, on va avoir besoin de plus de tous ces métaux-là. Et vous verrez sur Google minéraux, métaux critiques, il y en a une liste longue comme ça. L'industrie minière, l'industrie des métaux a un rôle critique à jouer dans la transition énergétique. Puis, on se donne les outils pour être capable de le faire. Le graphique, c'est la demande en aluminium dans les prochaines décennies, selon différents scénarios de décarbonisation. La petite ligne jaune-orange dans le bas, c'est le scénario le plus pessimiste de décarbonisation. Puis, il montre quand même une augmentation significative du besoin en aluminium dans le monde. Donc, c'est vraiment positif, on a un rôle à jouer, puis on est en bonne position pour le faire. Merci, Marie-Pierre. C'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant de voir ce que Rio Tinto veut faire, puis ses cibles qui sont ambitieuses, mais qu'on veut se positionner comme leader. Je vais inviter maintenant Stéphane à nous parler un petit peu plus de nos initiatives, mais un peu plus qui touchent le Saguenay-Lac-Saint-Jean puis le Québec en particulier. Merci Claudine, merci Marie-Pierre. Tout d'abord, je voulais juste vous dire en partant que moi, ça fait 25 ans au mois de janvier que j'étais avec Énergie électrique, avec un passage en Colombie-Britannique pour parfaire mon anglais, qui est encore difficile aujourd'hui, je vais vous l'admettre. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, quand je suis là en train de parler de décarbonation, puis tantôt Sébastien nous parlait de l'électron vert, de l'énergie verte, c'est vraiment, je me sens vraiment privilégié. Donc, merci de m'offrir ce moment-là aujourd'hui avec vous. Cette slide-là, pour commencer avec un petit pas de recul, ça résume beaucoup ce que le panel précédent, puis ce que Sébastien vous a expliqué comme vision. Je vais aller un petit peu plus en détail dans certains points. Tu sais, tantôt, on a parlé de l'aluminium vert. Oui, ça va passer par Hélicis avec le recyclage dans notre région. L'alumine verte, c'est là un peu que tantôt, je vais vous montrer un autre graphique, mais avant l'autre graphique, Vaudreuil, présentement, si on compare en termes de mégawatts, tantôt on parlait des blocs d'énergie supplémentaires. Pour décarboner Vaudreuil au complet, c'est environ un bloc entre 300 et 400 mégawatts que ça va nous prendre. Tantôt, on parlait du bilan d'énergie, énergie électrique. Actuellement, notre charge est environ 2350 mégawatts avec les 3 bouilloires électriques qu'on utilise à Vaudreuil. Puis lorsqu'on regarde les blocs supplémentaires, bien, la décarbonation, c'est des beaux projets. Hélicis, c'est des beaux projets, mais il faut regarder toujours le bilan énergétique. Puis le défi de Vaudreuil dans les prochaines années, on ne nous a pas demandé de décarboner Vaudreuil, puis ensuite on fera le plan de production à Vaudreuil. On nous a dit, mettez un « et », décarbonez Vaudreuil et faites le plan de production. Puis si vous le savez un peu, pour ceux qui sont familiers avec Vaudreuil, on dit des arrêts annuels ou des shutdowns qu'on appelle, c'est des plages très courtes et peu fréquentes dans l'année. Donc, le défi, c'est d'introduire cette nouvelle technologie-là, de la mettre en opération, tout en faisant notre plan de production. Fait que pour les équipes d'opération Vaudreuil, oui, on a nos spécialistes qui regardent quelle technologie est la plus efficace, mais on a nos équipes d'opération aussi qui s'assurent que dans les opérations, on est capable de les intégrer. Souvent, on appelle ça des représentants utilisateurs ou des experts des usines qui s'assoient avec nous et disent oui, ça c'est la technologie, puis on va l'introduire dans telle période, puis il y a beaucoup de coordination à faire. Puis là, je vous parle d'un site Vaudreuil, mais on parle des autres sites aussi. Fait que ça, pour les prochaines années, beaucoup d'énergie qui sont mis à court terme dans l'alumine verte à Vaudreuil. Avant que je vous parle d'énergie verte, je vais vous parler meilleurs opérateurs. Les meilleurs opérateurs, on parle souvent les meilleures pratiques avec nos partenaires, avec la communauté. Bien,
communauté, ce matin, Sébastien en a parlé avec une nouvelle entente, le vent tourne, Cosuelo, avec la communauté de Mastoyatch. Moi, je suis très fier de m'impliquer là-dedans aussi parce qu'on regarde des opportunités de transition énergétique aussi avec Mastoyatch. Mais une chose que j'ai appris, puis moi, je chemine beaucoup là-dedans. Avant, moi, quand j'étais énergie électrique, j'étais encore énergie électrique, quand je regarde, je discute avec mes 350 employés dans différentes tribunes, je dis souvent, peu importe le rôle que vous avez à jouer, vous devez optimiser la goutte d'eau. Quand la goutte d'eau tombe, il faut faire le plus de mégawatts possible avec. Puis ça, j'ai modifié un peu mon discours avec le temps parce que la première chose que je me suis rendu compte, avant, je disais énergie électrique, nos bassins versants, puis je me patèdrais-elle un peu. Bien, nos bassins versants, c'est le Nistasinan de Mastoyatch. Puis aujourd'hui, je dis les bassins versants, parce qu'il y a des gens avant énergie électrique. Oui, on fête 100 ans bientôt, mais il y avait des gens sur le Nistasinan, sur le territoire avant nous. Puis l'autre chose que je dis aussi, je dis optimiser la goutte d'eau, mais respecter la goutte d'eau et optimiser la ressource. C'est quelque chose qui m'a appris, puis c'est quelque chose que j'ai encore à apprendre de cette communauté-là, puis avec notre communauté. L'autre chose aussi, meilleur opérateur, puis quand je dis partenaire, tantôt Marie-Pierre nous parlait des différents programmes, mais dans la région, on se fait poser la question, puis peut-être Claudine va nous la poser tantôt la question, mais est-ce que les cibles sont trop ambitieuses? Bien, sont ambitieuses, mais ils vont être réalisés parce que, oui, tout le monde y croit. Avant, exemple, 5 ans, quand il y a des gens, on parlait de décarbonation, on n'avait pas beaucoup de questions dans nos rencontres de début de quart, on n'avait pas beaucoup de questions, mais aujourd'hui, c'est le sujet de l'heure. Là, je regarde les nouvelles générations dans mes équipes de travail, c'est vraiment là-dessus qu'ils nous questionnent, puis c'est là aussi que le sentiment de fierté est vraiment élevé. Puis juste donner un exemple, puis l'autre chose, c'est que nos partenaires, c'est rempli dans la salle, bien, tu sais, on a le développement économique régional avec notre équipe, qui a des gens présents ici, mais juste donner un exemple, il n'y a pas juste cet exemple-là, mais dernièrement, l'entreprise Epic McFarland sont en train de travailler sur un transporteur de creuset pour mettre un transporteur de creuset électrique. Puis juste pour vous donner un ordre de grandeur, si on met tous des transporteurs de creuset électriques à P155, c'est-à-dire usine Grande-B, usine Laterrière, on va éviter 150 voitures au Québec pendant 1 an. Tu sais, souvent, on peut se tarer de dire « j'ai changé mon véhicule, je me suis acheté un véhicule électrique ». C'est un véhicule, mais cette initiative-là, c'est 150 véhicules de moins sur les routes. Fait que la décarbonation, avant d'aller au graphique, c'est, oui, nos projets phares, mais c'est toutes les meilleures pratiques, toutes les choses qu'on peut développer ensemble pour chaque petit geste compte puis réussir à atteindre la carboneutralité. Au niveau de l'énergie verte, juste avant, Marie-Kim, l'énergie verte, tantôt on en a parlé, puis c'est vraiment un privilège qu'on a dans la région d'avoir nos installations hydroélectriques puis nos bassins hydroélectriques. Puis je me suis fait poser la question hier, pensez-vous que vous avez des projets pour devenir autosuffisants dans la région avec la croissance qui s'en vient? Bien, la réponse, c'est non, parce qu'actuellement, les potentiels hydroélectriques sur notre bassin, ou sur le bassin, je veux dire, sur les bassins versants, le potentiel est beaucoup atteint. Mais il y a quand même des actifs qu'on est capable de chercher une efficacité supplémentaire, quelques mégawatts de plus. Ça, c'est quelque chose qu'on regarde, puis qu'on est en train de le faire avec nos rendez-vous, comme la centrale Manning. Tantôt, on a parlé de plus d'1 milliard. Bien, la centrale Manning, on en profite pour augmenter la capacité de nos alternateurs qui vont nous donner des mégawatts supplémentaires, une capacité supplémentaire. Puis il y a d'autres rendez-vous dans d'autres centrales qu'on va continuer à travers notre plan d'investissement. Puis en passant au plan d'investissement énergie électrique, en moyenne par année, c'est environ 55 millions sur nos actifs, sur le maintien des actifs, mais ça va être 1 milliard pour la centrale Manning. Fait que c'est beaucoup d'investissements, puis il y a des opportunités à travers tout ça. Puis lorsqu'on regarde, on a besoin de notre partenaire Hydro-Québec pour atteindre cette énergie-là. Puis tantôt, M. Dubuc va nous en parler en détail, mais l'avantage qu'on a, puis c'est une opportunité, c'est que c'est un réseau hydroélectrique à intégrer avec le réseau hydroélectrique de Hydro-Québec. Je vais vous donner juste un exemple. Lorsqu'on intègre bien ces deux réseaux-là, on a une synergie qui en donne encore plus. Au lieu de travailler de façon séparée pour dire, tirer notre épingle du jeu, travaillons ensemble, puis ces discussions-là sont honnêtes et franches actuellement avec le gouvernement et Hydro-Québec, mais juste donner un exemple. Tantôt, on parlait de 3 bouilloires électriques qui vont environ 100 mégawatts en termes de charge. Bien, lorsqu'il arrive des pointes hivernales, bien, on est capable d'aider ou le Québec dit OK, on enlève nos 100 mégawatts puis on met ça sur le gaz naturel ou on l'alimente d'une autre façon. Quand tu es dans un système complet, c'est des opportunités comme ça que tu peux faire
pour atténuer les effets de pointe, atténuer les demandes énergétiques. Puis ça, on va continuer, on est en atelier de brainstorming souvent pour réussir à mieux intégrer nos systèmes. Puis l'autre volet qu'on regarde, oui, il y a l'efficacité énergétique dans nos usines, le futur, comment on va gérer nos usines, nos salles de cuve, parce qu'on a été souvent dans je veux dire, l'indicateur clé, c'était le nombre de tonnes. Aujourd'hui, c'est le nombre de tonnes et la consommation électrique aussi qu'on regarde, parce qu'on a été une période dans l'abondance, mais ça va nous amener à changer des comportements. Puis la dernière chose, j'en ai parlé aussi l'année passée avec certaines personnes, vous avez rencontré certains élus, on regarde aussi les énergies alternatives, l'éolien. Tu sais, là 10-15 ans, l'éolien, on en parlait, on en rêvait, mais le marché, ça coûtait trop cher, puis on n'était pas compétitif, on n'avait pas de demande. Mais l'éolien, on le regarde sérieusement, puis on le regarde aussi avec nos partenaires. On a déjà des discussions, puis on regarde qu'est-ce qui est possible sur le territoire, qu'est-ce qui sera le plus efficace pour nous, mais c'est un autre volet qu'on regarde dans l'énergie. L'autre graphique que je veux vous présenter, tantôt, Sébastien il a parlé d'une réduction de 40 %. Le graphique que vous voyez là, mettez-le en perspective que c'est une vision. Vous pourriez commencer à regarder les barres sharp et dire, OK, ça, c'est telle ligne qui va débarquer, mais ça va évoluer, ça va varier, mais projetez-vous en 2030. Quand on parle d'intensité, il faut se dire qu'actuellement, on fait environ 3 millions de tonnes de CO2 dans la région pour 1,2 million de tonnes de métal. Ça veut dire environ entre 2,5 et 2,6 tonnes de CO2 pour chaque tonne d'aluminium qu'on produit. En 2030, on va être aux alentours de 2,5 tonnes de CO2 par tonne d'aluminium. Ça veut dire une réduction de 40 % dans un espace assez court. C'est très, très ambitieux comme projet, c'est très intéressant, très mobilisant parce que 40 %, c'est une grosse baisse en termes d'émissions de CO2. Puis ce qui est intéressant aussi là-dedans, j'ai réintroduit mon « et », bien, on décarbonise et on garde le marché de l'aluminium. C'est ces deux choses-là qui sont importantes. Parce que je dis souvent, la décarbonation la plus facile, ça serait de tout fermer. C'est la seule chose que je ne veux pas faire. Fait qu'il faut réussir à faire les deux. L'autre chose qui est intéressante, c'est le 600 000 tonnes de réduction de CO2. Oui, ça se fait à travers des projets forts, avec des avancées technologiques, mais aussi avec des bonnes pratiques. Hier, j'étais avec beaucoup d'employés dans la salle. Puis il y a beaucoup qui ont la même couleur que moi, ils ont la fibre environnementale. Puis le matin, ils se lèvent et disent « C'est quoi la différence que je pourrais faire dans mon usine? Moi, je ne suis pas impliqué dans les 6, je ne suis pas impliqué dans les projets stratégiques que vous avez, mais qu'est-ce que je pourrais faire? » Tantôt, Marie-Pierre nous a parlé des effets d'anode. Juste vous donner un exemple, je vais citer l'usine Granby, l'usine Laterrière, mais toutes les usines ont le même mindset pour avoir les meilleures pratiques. L'année passée, dans les meilleures pratiques, parce que je pourrais dire que les opérateurs, ça leur prend une discipline de fer, mais je vais dire une discipline d'aluminium. Le matin, quand il se lève et il fait sa run, s'il est méthodique, il est discipliné, c'est là que ça va paraître. Puis l'année passée, avec l'usine Granby, l'usine Laterrière, 19 000 tonnes de CO2 plus 13 000 tonnes de CO2, puis là, je ne me tromperai pas dans le calcul, 32 000 tonnes de CO2. Ils ont réduit de 32 000 tonnes de CO2 dans une année complète. Quand je parle à mes enfants, je dis une tonne de CO2, c'est gros, c'est abstrait, puis c'est dur à comprendre. Fait que j'essaie de vulgariser. Puis si vous allez sur le site de GIEC, qui est vraiment un site de référence pour les gaz à effet de serre, ils disent que 10 000 tonnes de CO2, c'est 2100 voitures sur la route au Québec pendant un an. Le travail qu'ils ont fait l'année passée de réduire de 32 000 tonnes les gaz à effet de serre par réduire les effets anodiques dans l'usine, ils ont réduit de 6 720 véhicules dans une année en équivalent. Fait qu'imaginez-vous des stationnements de Costco le samedi matin, bien, ils ont éliminé un méchant dégât. Fait que moi, ça me parle beaucoup. Ça parle beaucoup aux gens. Puis je dis, il ne faut pas lâcher parce que oui, le 600 000 tonnes qu'on va atteindre d'ici 2030, ça va se faire à travers nos projets, mais ça va se faire à travers notre discipline qu'on a déjà, puis les bonnes pratiques qu'on va garder, puis qu'on va maintenir, puis qu'on va chercher à améliorer. Puis à chaque fois qu'on nous en parle, ils nous sortent des idées, il arrive quelque chose de meilleur encore, puis c'est ça. Puis tantôt, Marie-Pierre nous disait la force qu'on a de se partager les bonnes pratiques, mais c'est la même chose dans les salles de cuve, c'est la même chose dans les technologies existantes, puis ça va être la même chose dans le futur encore. Fait que, merci beaucoup. Merci, Stéphane. On sent et on entend ta passion pour la décarbonation. Je vais maintenant inviter Catherine Manger à nous parler d'aluminium responsable et de notre certification autour de ASI. Alors, bonjour tout le monde. Moi, je suis une spécialiste de l'environnement, puis je suis une spécialiste de la durabilité. Alors, mais là, tout d'un coup, j'ai le goût de vous parler vraiment avec mon cœur, puis de vous dire que de l'aluminium responsable, c'est quoi? C'est tout ce qu'on entend depuis ce matin. Donc, de la transparence et
une volonté, des efforts, des investissements à toujours vouloir s'améliorer. J'espère que vous partagez, tout comme moi, une immense fierté d'être premier au monde à avoir été certifié pour l'aluminium responsable. C'est une certification qui s'appelle ASI, Aluminium Stewardship Initiative, en 2018. L'aluminium responsable, on ne la commence pas aujourd'hui, bien sûr. On l'a commencé il y a au moins 2 décennies par le fait d'avoir réduit de 50 nos émissions de gaz à effet de serre versus 1990. Et notamment ça, mais une panoplie de critères sur lesquels on se fait auditer de façon archi-rigoureuse à toutes les années. On parle de 200 critères. On s'est distingué. Donc, le berceau de l'aluminium responsable au monde, ça s'est passé ici. Puis moi, je suis vraiment de la région. Ma famille est ici et c'est notre histoire à nous. C'est votre histoire à vous et ça, vous avez de quoi porter cette fierté-là. Aujourd'hui, c'est le 150 ans de Rio Tinto. On fête, on mange des cupcakes, mais il y en a des fêtes comme ça dans toutes les installations de Rio Tinto dans le monde. Et la chose qui est mentionnée, deuxième paragraphe. Premier paragraphe, bravo, 150 ans. Deuxième paragraphe, saviez-vous qu'en 2018, les installations de Rio Tinto Aluminium ont été certifiées Aluminium responsable ASI, Aluminium Stewardship Initiative, premier au monde. Donc, ce rayonnement-là, bien, portons-le parce que c'est à nous, puis aussi ça rayonne dans toute la communauté Rio Tinto dans le monde. Donc, bravo, ça vous appartient et soyez-en fiers, certainement. Maintenant, c'est quoi? C'est une capacité à prouver. C'est un saut. À prouver qu'on fait les choses en tout respect aux gens, que ce soit nous, les employés, au travers de la sécurité. Vous êtes stationnés de reculons ce matin. C'est une culture extrêmement forte de prendre soin de nos employés, santé, sécurité, environnement, prendre soin de nos voisins, prendre soin de la communauté et prendre soin des écosystèmes, évidemment, là où on opère. Alors, je vous donne quelques exemples vraiment très haut niveau parce que je ne veux pas vous casser les oreilles avec 200 critères. On fait de l'aluminium avec des matières. Ces matières-là, comment on prouve qu'elles ne sont pas faites par des enfants? Alors là, je sais bien, on est assis au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis on prend notre café, l'affaire est ketchup, puis on se dit quelle question saugrenue, mais vous savez, l'enjeu des droits humains, c'est un enjeu qui est immense. Et on s'y applique. Deuxièmement, on parle de gouvernance. Puis là, je vais juste faire une petite parenthèse. ESG, les gens ne savent pas, c'est environnement, les indicateurs sociaux, puis gouvernance. Sur la gouvernance, on doit prouver, preuve à l'appui, qu'on n'est pas corrompu et qu'on ne corrompt pas les autres dans tous les paiements que l'on fait, que ce soit au gouvernement, que ce soit à nos fournisseurs. Donc, c'est fort important. On doit démontrer, c'est vraiment pas une norme qui est gratuite, c'est une norme extrêmement exigeante. Et on doit toujours démontrer qu'on s'améliore. En matière d'environnement, on parle d'Arvida beaucoup aujourd'hui, on en a parlé dans les derniers mois et on est en mesure de vous démontrer qu'on s'est amélioré de façon hautement significative dans les dernières années. Si on n'avait pas fait ça, on ne se qualifierait pas. Alors, c'est une norme qui est exigeante. Vous savez, les compagnies, les investisseurs, je vais dire ça comme ça, veulent investir de plus en plus dans les compagnies qui se distinguent du point de vue ESG. Vous allez entendre ça, investissement responsable. Bien, quand tu mets ton argent dans quelque chose, tu ne veux pas le perdre. Alors, ça arrive avec, ça ne vient pas gratuitement, ça vient avec des audits qui donnent de la crédibilité aux résultats que je vous parle là. Je vous parle avec mon cœur, mais sachez que derrière ça, c'est réglementé. Et on est soumis à des audits annuels. On a une vingtaine d'auditeurs qui viennent chez nous à chaque année pendant 3 semaines de temps. Et puis, non seulement nous sommes audités, mais évidemment, toute la panoplie. Moi, je porte l'environnement, la durabilité, c'est une chose, mais c'est l'ensemble des fonctions qui œuvrent pour la production d'aluminium qui sont auditées, qui sont autour de la table. Et
on se mesure, mais aussi ça nous permet de se distinguer. Alors là où on se distingue, vous l'avez entendu, l'aluminium, la plus faible empreinte carbone au monde. Là où on se distingue également, c'est sur l'économie circulaire. Stéphane va vous en parler. Vous allez voir qu'il y a du cœur là-dedans également. Donc, quand je regarde vers le futur, qu'est-ce qui s'en vient? Ne faites pas le saut. Vous allez voir qu'on va vous parler plus de ce qu'on fait, nos plans de mesures d'urgence, nos plans de gestion de l'eau, nos plans de matières résiduelles, de gestion de matières résiduelles, nos plans de gestion de l'air. C'est toutes des choses qu'on a. On se fait auditer. La transparence, c'est ça qui s'en vient. On a un très beau bureau qui vient de s'ouvrir, Espace pour votre communauté. C'est au Carré Davis. C'est un endroit privilégié pour vous venir poser des questions sur des sujets d'intérêt, par exemple. Et on a à rendre compte, évidemment, quand je regarde vers l'avenir, de ces cibles très ambitieuses sur les des réductions de gaz à effet de serre. Alors, beaucoup de fierté, bref, et de confiance par rapport à l'avenir. Merci, Catherine. On parle maintenant de gestion des résidus. Puis je taquine un petit peu Stéphane parce qu'il les appelle ces beaux résidus. Puis hier, j'ai même dit ces résidus d'amour. Donc, je te laisse la parole, Stéphane. Ouais. Merci, Claudienne. Bien, je suis bien content de vous parler aujourd'hui de nos résidus et nos sous-produits. Toute l'équipe derrière moi est vraiment super fière de faire partie de l'aventure de l'aluminium responsable. Qui aurait cru, il y a quelques années, que les sous-produits et les résidus seraient au cœur de notre stratégie. Fait qu'on en est tous bien fiers. La première acétate que je vous présente explique un peu notre bilan. Donc, on parle d'environ 370 000 tonnes par année de production de résidus et de sous-produits. 89 % environ recyclés, fait que c'est vraiment remarquable. Il y a toujours une quantité qui est enfouie, puis c'est ce à quoi on s'affaire à chaque jour, donc 38 000 tonnes environ par année. C'est la diminution, vous voyez le graphique en haut à droite, montre un peu la partie sombre, c'est la partie enfouie. Donc, année après année, c'est vraiment notre vision, notre aspiration d'être zéro déchet enfoui ultimement. Ce résultat-là de 89 % il est reconnu par nos certifications, comme Catherine le mentionnait, IC, nos installations, plusieurs de nos installations sont également certifiées Recycle Québec. On a obtenu aussi en 2021 pour l'anhydrite, qu'on va parler un petit peu plus loin, le premier prix là, pour Québec circulaire. Donc, on en est bien fiers, mais tout ça ne se fait pas par hasard, c'est parce qu'on s'en occupe. Donc, comment on s'en occupe? Bien, on a des gens qui sont spécialisés, des gens qui sont dédiés là-dessus, que ce soit des équipes commerciales, logistiques, opérationnelles, les achats, le légal. Donc, c'est comme une petite entreprise dans la grande entreprise qui représente environ une douzaine, plus de 10 personnes, mais une douzaine de personnes environ qui travaillent au quotidien. Puis c'est environ 4,5 millions de dollars investis annuellement. Donc, la prochaine acétate montre un peu la stratégie, puis Claudine me taquinait tantôt, mais ça part avant tout, on les trouve beaux puis on les aime, nos résidus. Il faut partir de là, puis on essaie vraiment de partir, notre stratégie, c'est de partir d'un déchet industriel à un produit manufacturé. Donc, il n'y a personne qui utilise des déchets, il faut toujours qu'il y ait une transformation, puis c'est cette quête-là, cette recherche-là du besoin puis de l'utilité qu'on travaille avec les équipes pour justement rencontrer des besoins de clients potentiels, que ce soit en cimenterie, que ce soit en agriculture, que ce soit en sidérurgie. Donc, on a diverses applications en construction également. C'est de partir de déchets enfouis, pas de déchets enfouis, mais de déchets industriels à produits manufacturés. Puis c'est ce qui nous a amené à mettre de l'anhydrite dans les champs de bleuets récemment et de produire une confiture de bleuets qui, par ailleurs, je vous indique, à la fin de la rencontre aujourd'hui, vous aurez accès chacun à un petit pot de confiture de bleuets fertilisé avec notre anhydrite. Donc, on en est bien fiers d'avoir réussi pas ce tour de force-là, mais ce clin d'œil-là. Prochaine acétate.
Comment on fait pour arriver finalement justement à transformer d'un déchet industriel à un produit manufacturé? On a une façon de faire. Donc, ça s'est développé au fil des 15 dernières années, je dirais. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'il y a dans les matières, il faut trouver les clients, comme je le mentionnais, l'adapter, faire de la R&D, aller chercher des autorisations environnementales et ensuite de cela, sécuriser des contrats. Donc, c'est un peu ce qu'on s'est aperçu avec les années, c'est que pour réussir, il faut vraiment trouver des applications, puis les résidus ou les sous-produits, ce n'est pas des commodités qui sont disponibles sur le marché et que tout le monde peut acheter. C'est vraiment des produits niches qu'il faut qu'on soit capable de mettre un effort additionnel pour être capable d'atteindre les marchés. Vous voyez sur l'image justement en haut à droite, c'est les tests qu'on a faits dans les Bleuetières au nord du lac Saint-Jean avec la coopérative Albanel. Au centre, on a fait de l'asphalte avec des résidus de bauxite. Donc, encore là, c'est vraiment très innovant. On a fait ça l'année dernière, à l'automne dernier. Puis l'image du bas, c'est Alextra. C'est notre produit qui est commercialisé depuis 3 ans dans le marché cimentier pour remplacer des matières nobles. Donc, c'est un peu, ça vous montre un peu tout ce qu'on fait là, pour transformer. La dernière étape que je veux vous partager, c'est celle pour l'usine de traitement de la Brasse. L'usine de traitement de la Brasse va fêter son 15e anniversaire cette année. L'année prochaine, environ 1 million de tonnes de brasse traitées. Aucun procédé sur la planète a traité 1 million de tonnes. Fait qu'on peut être fier de ça. Ça a été développé au centre de recherche chez nous, implanté chez nous, puis c'est au cœur de notre stratégie de l'aluminium responsable. Le sous-produit carboné est un des sous-produits, 100 000 tonnes par année environ. On a utilisé la même démarche, la même stratégie où on a commencé en 2013 à développer une recette pour en faire un matériau géotechnique pour nos installations au site de disposition des résidus de bauxite. 2019-2022, c'est la gamme de produits pour aller du côté de la fabrication du ciment. Et les prochaines années, c'est l'utilisation des matières comme ajout cimentaire en remplacement du ciment. Donc, un ajout cimentaire remplace l'équivalent de ciment sans la production de gaz à effet de serre. Donc, indirectement, on participe à la quête là, de la décarbonisation de la société en produisant des ajouts cimentaires. Et le graphite, on a des projets de recherche qui viennent de démarrer ce printemps pour utiliser le graphite dans la fabrication de batteries. Donc, ça vous montre un peu à quel point on est investi, on met les efforts qu'il faut, mais il n'y a rien de simple, mais avec la démarche qu'on a entreprise, le prochain défi qui est les résidus de bauxite, on a vu tantôt à la première étape 1,3 million de tonnes par année de production. C'est notre prochain défi, mais on sait comment s'y attaquer parce qu'on a toute l'expertise, puis les résultats, puis les succès qu'on a obtenus dans les dernières années et la compétence qu'on a développée également. Puis cette compétence-là, je m'adresse à la salle, ce n'est pas une compétence Rio Tinto, c'est une compétence qui est vraiment en partenariat avec plusieurs de personnes qui sont ici, avec qui on collabore, puis on transforme, puis on atteint nos objectifs parce que nous, on est très bon pour faire de l'aluminium, mais pour faire de la transformation additionnelle, pour faire des produits manufacturés, ça prend d'autres compétences qui sont vraiment avec nos partenaires régionaux principalement. Donc, c'est ce que je voulais vous partager ce matin. Merci, Stéphane. Alors, on arrive à la période de questions. Il y a des gens qui se promènent dans la salle avec des micros. Vous n'êtes pas gênés. Vous nous posez vos questions. Sinon, vous pouvez aller sur menti.com, le code 6995-4495. Puis, pendant que vous pensez à votre première question, j'ai une question pour Stéphane Poirier ce matin. Oh! Stéphane, tu as mentionné que les gens allaient avoir un petit pot de confiture au bleuet en quittant. Est-ce que la confiture est meilleure avec ou sans l'anhydrite? Bien, moi, je pense qu'elle est meilleure. C'est mon opinion parce que je dirais, quand je la prends, quand je la mange le matin sur mes toasts, je pense il y a un peu de nous tous là-dedans, de tous nos employés, parce que l'anhydrite vient de la fabrication du fluorure d'aluminium, qui est l'ingrédient essentiel pour faire de l'aluminium. Il y a un peu de tout le monde là-dedans. Puis je trouve que le symbole qu'on a réussi à créer avec ce pot-là, de confiture, ça représente bien tout ce qu'on a discuté ce matin. Sans partenariat, sans la coopérative Albanel, sans le Club Conseil Bleuet, puis sans Délices du Lac, on n'aurait jamais réussi à faire ça. Fait que c'est de ça qu'on parle ce matin, partenariat, collaboration. Fait qu'il y a un symbole là-dedans qui est au-delà de la confiture, fait qu'elle est encore meilleure. Oh, Catherine veut compléter. Moi qui est saut qualité, peux-tu juste nous dire en quoi ça rencontre tous les standards? Bien, l'anhydrite, c'est un fertilisant certifié par l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Fait
Bien, évidemment, c'est un règlement, donc on doit se conformer puis s'assurer de l'innocuité de la matière pour l'utiliser. Fait que c'est comme ça qu'au fil des années, dans la démarche que je vous mentionnais, on a regardé le sous-produit, puis on s'est dit qu'est-ce qu'il y a dedans, puis on s'est dit il y a du calcium, il y a du soufre, les cultures, ça pourrait être bon. Fait c'est un peu ça l'idée, puis on a regardé la réglementation, puis on est capable de produire cette matière-là. Donc, on est bien fiers de pouvoir l'utiliser. Puis c'est des besoins régionaux, c'est des besoins du Québec, des ajouts de calcium dans nos cultures. Donc, ça permet de redonner également à la communauté, plutôt que d'importer des fertilisants qui viennent de l'extérieur de la province, même du pays. Merci. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Oui? OK, merci. Bonjour, Alexandre Fréchette, syndicat des métallos. Une petite question. Du côté de la Côte-Nord, ArcelorMittal a un projet pour consommer de l'huile pyrolytique faite avec de la biomasse forestière là, qui est récoltée dans le coin là-bas. Et je pense qu'il remplace peut-être 20 ou 30 là, du bunker C qu'ils prennent d'habitude. Est-ce que chez Rio Tinto, il y a des initiatives de ce genre-là qui seraient envisagées ou envisageables, là, soit avec directement là, brûler de la biomasse, parce qu'on sait que c'est notre deuxième ressource régionale. Est-ce que vous avez des projets là-dedans? Est-ce que vous avez regardé là-dessus? Y a-t-il des débouchés potentiels? Excellente question. Et la réponse courte est oui. La réponse un petit peu plus longue, c'est que oui, on est en train de regarder avec plusieurs angles cette même question-là. En fait, la chaîne d'approvisionnement de biomasse, il faut qu'on soit capable de s'approvisionner dans un rayon qui n'est pas... on ne peut pas importer de la biomasse là, de 2000 km plus loin, évidemment, parce que c'est un peu contre-productif. On veut s'approvisionner localement, régionalement, dans un rayon qui est pertinent pour la décarbonisation. Mais on regarde différentes applications, puis il y a beaucoup de programmes de R&D et d'industrialisation qui sont en cours, entre autres pour substituer une partie de l'anthracite aux opérations de Sorel-Tracy, de RTFT, où on voudrait voir si le biocarbone est une option à ce niveau-là. Donc, un peu le même principe là, que dans le cas d'ArcelorMittal. ArcelorMittal regarde ça pour leur four de cuisson de pellets pour fournir les usines de Direct Reduced Iron, de fer réduit directement. Excusez-moi, il y a probablement un meilleur terme que ça en français, là, mais je ne le trouve pas à l'instant. Puis, nous, on fait le même genre de produit à notre usine de IOC, au Labrador. Puis, on regarde une option aussi pour décarboniser cette usine-là de cuisson de pellets. Puis, on regarde une autre alternative aussi, c'est l'électrification directe de ces fours-là. Donc, l'application spécifique qu'ArcelorMittal regarde, on regarde aussi à décarboniser cette même opération-là, nous aussi, d'une manière différente. Puis, l'option de la biomasse, on la regarde aussi sous différents angles, entre autres la substitution de l'anthracite, mais aussi regarder les sous-produits comme l'huile pyrolytique ou même les gaz qui sont produits suite à la pyrolyse de la biomasse pour être capable de remplacer des combustibles fossiles. Fait que, excellente question. Puis oui, c'est une avenue potentielle pour nous de décarbonisation. Et même ici, au niveau des bouilloires, de considérer est-ce que la biomasse serait un bon combustible pour la génération de vapeur. On regardait tantôt la chaleur de procédé à Vaudreuil, la génération de vapeur est importante. Est-ce que la biomasse peut jouer un rôle à cet endroit-là aussi? Merci. On a une question sur Menti. Après, on va aller à vous, M. Percy. Avec le besoin en énergie verte grandissant, pourquoi ne pas ajouter des barrages supplémentaires? Bien, tantôt, je l'ai dit d'entrée de jeu, actuellement, nous, nos droits d'opération, puis le bail qu'on a, c'est la bail de la Péribanca et sur le Saguenay aussi. Puis lorsque le Péribanca, la façon que les centrales sont faites, on a déjà regardé, il y avait déjà eu un potentiel. Hydro-Québec a pris le potentiel sur le Péribanca 4. Puis lorsqu'on regarde les potentiels d'autres barrages, bien, il y a toujours la question à se poser, si j'installe un barrage sur la Péribanca en amont, exemple de Chute du Diable, bien là, tu es en train de perdre de la capacité ou de l'énergie que tu es en train sur ton autre centrale qui est en aval. Fait que je dirais que la rivière Péribanca et le Saguenay ont été optimisés. Il reste encore de l'optimisation au niveau de nos équipements actuels.
Puis les autres choses qu'on regarde aussi, c'est sur l'ensemble du Nistasinan ou du bassin versant, y a-t-il des efficacités en termes d'eau qu'on pourrait aller chercher de façon supplémentaire? Tu sais, c'est tout le temps le principe. Si tu as une goutte d'eau qui tombe dans une centrale, l'idéal, c'est que la goutte d'eau, elle passera à travers nos 6 centrales. Fait qu'on est en train de regarder ça aussi à travers même, il y a des idées qui ont déjà été mises de l'avant sur des dessins. On a retracé des dessins de 1967 dans nos archives. Il y a des petites choses comme ça. Ce n'est pas des barrages de grande ampleur dans notre réseau, mais ça, c'est des choses qu'on regarde aussi afin de, tantôt quand je disais, d'optimiser la ressource eau. Mais actuellement, sur notre réseau, c'est plus en optimisation qu'on va aller versus l'installation de nouveaux barrages. Merci. Il y avait un monsieur, oui? Gilles Bergeron, Université du Québec. Vous avez présenté un plan très détaillé de vos émissions de gaz à effet de serre et également des objectifs très précis pour chacun de ces secteurs d'activité-là. Alors, j'aimerais savoir quels sont les budgets qui sont prévus pour atteindre ces objectifs-là et quelles sont les retombées potentielles pour une région comme la nôtre. Merci. Je pourrais prendre la question du budget. En fait, on s'est commis à investir 7 milliards de dollars pour la décarbonisation de Rio Tinto d'ici à 2030. Donc, pour atteindre le 50 donc j'ai fait mention tout à l'heure, on a estimé que 7 milliards de dollars seraient requis au minimum pour atteindre cet objectif-là qui est très ambitieux. Ça va être réparti sur l'ensemble des groupes de produits des opérations de Rio Tinto. Mais quand on entend parler de projets comme AP60, qui va faire de l'aluminium avec moins d'émissions que Arvida présentement, c'est pas dans ce 7 milliards de dollars-là, mais ça a un impact positif. Donc, le 7 milliards, c'est comme les projets purement de décarbonisation. Après ça, il y a plein de projets d'optimisation, de productivité qui vont s'ajouter à ça, qui ne sont pas comptés là-dedans, qui vont aussi contribuer à la réduction des gaz à effet de serre. Merci. Oui, allô? Oui. OK. Oui. Oui, Roger Boivin, groupe Oui. Performance Stratégique. À nouveau, je voulais d'abord vous féliciter. C'est tout un effort. On voit l'immensité, surtout comme vous expliquez, c'est une compagnie minière. Là, dans l'aluminium, c'est X, mais vous en avez plusieurs divisions, alors c'est très impressionnant. Cependant, au niveau de la récupération de chaleur, est-ce que vous regardez avec des serres, comme a fait Produits forestiers Excellence maintenant, on allait dire Résolu ou SFK avant, mais en fait, pour produire des serres, parce qu'avec le procédé de photosynthèse utilise en plus la chaleur, bien sûr, pour compenser l'hiver, mais il utilise le CO2 pour accroître la croissance des plantes. Est-ce que vous regardez ces questions-là de récupérer une partie de la chaleur énorme que vous produisez qui pourrait permettre de créer des serres puis minimiser nos chaînes d'approvisionnement internationales sur des produits? J'ai différents chapeaux, puis un de mes chapeaux dans l'organisation, c'est de regarder à l'extérieur de Rio Tinto pour identifier des technologies qui seraient pertinentes pour atteindre nos objectifs, en décarbonisation, mais à plein d'autres égards, en sécurité, en gestion des résidus et puis tout ça. Puis, on a la chance, tantôt, Marie-Christine a dit qu'elle avait la job la plus fun de Rio, mais je pense que c'est moi. On est toutes en compétition pour ça. Donc, oui, on a regardé ce type d'option-là. Présentement, ce qui nous vient comme la conclusion qu'on en a, c'est que l'échelle entre les besoins d'une serre et les émissions d'un site ne sont pas cohérents en termes d'échelle. Les besoins d'une serre vont être vraiment infiniment plus petits que ceux de chaleur ou de CO2 qu'on va produire. Mais oui, c'est des technologies qu'on suit, on a une veille là-dessus, puis on veut le considérer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de projet à proprement dit ou de plan d'implantation à ce niveau-là. Merci. Alors, merci à nos panélistes cet après-midi, ce matin. Pour les questions qui n'auront pas été répondues, je vous ai mentionné un petit peu plus tôt qu'elles seraient disponibles dans les prochains jours, prochaines semaines sur nos différentes plateformes. Vous pouvez aller sur Internet, vous googlez « Votre Rio Tinto Saguenay-Lac-Saint-Jean », puis là, il va tout de suite vous sortir « Votre Rio slsj.com ». C'est là que nos plateformes, entre autres, vous pourrez nous trouver, sur Facebook également. Donc, dans les prochaines semaines, on va répondre à vos questions. Une bonne main d'applaudissements pour nos panélistes. Merci.